Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les femmes criminelles. Dans ce premier épisode, je vous présente Hélène Gégado, le premier tueur en série français qui a sévi en Bretagne entre 1833 et 1851 et qui aurait entre 30 et 60 victimes à son actif. Hélène Gégado, surnommée Fleur de Tonnerre par sa mère, est née à Plouhinec, commune du Morbihan, en Bretagne, le 17 juin 1803, dans une famille de fermiers pauvres. Choyée par son père, mais maltraitée par une mère cruelle, qui la terrifie avec les légendes de Bretagne, telles que l'Ankou, créature du folklore breton qui emmène les morts sur sa charrette, qui la traumatisera à vie puisqu'elle dira lors de son procès « Je suis devenue l'Ankou pour surmonter mes angoisses ». À l'âge de 7 ans, elle empoisonne sa mère avec des baies de belladone réduites en poudre. Son père, ruiné et épuisé par la ferme, l'envoie chez ses tantes qui sont domestiques dans un presbytère de Bubry, dans le Morbihan, où elle devient domestique à son tour. En 1814, elle suit une de ses tantes à Séguillen, toujours dans le Morbihan, d'où elle sera renvoyée par l'abbé Conan pour ivrognerie en 1833. C'est en 1833 que commence réellement la carrière meurtrière d'Hélène Gégado. De la belladone, Hélène passe à l'arsenic. L'arsenic est un produit courant dans les maisonnées à cette époque. Il sert entre autres de mort aux rats. Aussi n'était-il pas difficile de s'en procurer pour la jeune fille. Elle en assaisonne ses gâteaux et ses soupes. Son périple commence à Guérin, non loin de Bubry, chez monsieur Le Drogo, curé de la paroisse, où elle est engagée pour remplacer sa sœur Anna, partie travailler au presbytère de Bubry. Hélène fera 7 morts dans la maison. Joseph Le Drogo et sa femme, père et mère du curé, Marie-Louise Lindeva, 7 ans, nièce du curé, Marguerite André et Françoise Auffray, domestique, le curé lui-même et enfin sa propre sœur Anna, venue aux obsèques de son ancien patron. Fin 1833, elle retourne à Bubry pour remplacer sa sœur Anna, décédée brutalement, au service de l'abbé Laureau. Sur place, elle tuera 3 personnes, Jeanne-Marie Laureau et Jeanne-Marie Carfontin, sœur et nièce de l'abbé, Marie-Jeanne Liscouette, sa propre tante. L'abbé la renverra, non parce qu'il la soupçonne de quoi que ce soit, mais parce qu'il ne souhaite pas se retrouver seul avec elle. Il lui fera même des références élogieuses. En 1834, Hélène arrive à Locmine, toujours dans le Morbihan, chez Jeanne Le Boucher, lingère. Hélène y tuera 2 personnes, la mère et la fille de sa patronne. Toujours à Locmine, elle sera ensuite embauchée par la veuve Lorcy en 1835, qu'elle empoisonnera à son tour. Et enfin par la famille Toussaint, toujours la même année, où elle tuera 4 personnes. Son patron, la fille de celui-ci Julie, et Anne Événo, fille de confiance. Fin 1835, Hélène s'en va à Auray, dans le couvent du Père Éternel. Elle n'aura pas le temps d'y faire de victime. Elle sera renvoyée presque aussitôt suite au désordre qu'elle génère à cause de son alcoolisme et de son mauvais caractère. En décembre 1835, elle trouve une place chez Lannes Le Corvec comme domestique, femme qu'elle tuera aussitôt. Puis elle sera embauchée le même mois par Anne Le Fur comme lingère à Plunérette, toujours dans le Morbihan, à quelques kilomètres d'Auray. Son employé sera malade mais échappera de justesse à la mort. De retour à Auray en février 1836, Hélène tuera alors Madame Etel, maison d'où elle sera renvoyée quelques jours seulement après son embauche. Hélène met alors le cap sur Pontivy, où elle trouve une place chez le maire, Pierre-François Jouanneau. Elle y tuera le fils de celui-ci, Émile, 14 ans. Une autopsie est réalisée, mais l'inflammation des intestins est attribuée à la mauvaise habitude du jeune homme de boire du vinaigre et de manger de la moutarde. Hélène sera d'ailleurs renvoyée pour avoir laissé ses aliments à la portée du garçon. Hélène poursuit sa route vers Hennebon, au nord de l'Orient, où elle fera 2 morts supplémentaires. De 1836 à 1839, elle sera employée par la famille Véron. Hélène semble se calmer un peu durant ces 3 années-là, puisqu'on ne déplore qu'un mort, Madame Véron. Il apparaît qu'Hélène et Monsieur Véron auraient entretenu une liaison durant ces années et qu'Hélène aurait fini par fuir de crainte de tuer son amant à son tour. Nous sommes au cœur du XIXe siècle. La Bretagne est alors une région particulièrement pauvre, où la mort précoce n'est pas rare. Que cela soit par empoisonnement alimentaire ou dû à une maladie, les morts impromptues font rarement l'objet d'une autopsie, d'autant que la Bretagne est une région très pieuse et que les familles sont souvent reluctantes à l'idée même d'une autopsie. Hélène elle-même est très pieuse et veille et pleure avec dévotion ses propres victimes.
Il est alors difficile pour quiconque de soupçonner la malheureuse qui, en prime, se voit souvent obligée de quitter les lieux et de se trouver une autre place. Elle se plaindra même que je porte malheur, les maîtres décèdent partout où je vais, auprès de la nièce d'Anne Levorvec qu'elle tua à Auray. De plus, la Bretagne fait face à une épidémie de choléra morbus, apparue à Quimper en 1832. La maladie, dont les symptômes sont proches de ceux de l'empoisonnement à l'arsenic, fait passer la plupart des victimes d'Hélène Djegado comme de pauvres hères ayant contracté la maladie qui fait alors des ravages dans les ports de Basse-Bretagne, notamment à Lorient. De 1841 à 1849, Hélène Djegado se fera quelque peu oublier, du moins en ce qui concerne la mortalité de ses patrons. Elle sera surtout accusée de vol à Lorient, Port-Louis, Auray et Vannes. Son périple meurtrier s'arrête à Rennes. Elle est d'abord engagée par la famille Rabot. Le fils, Albert, 9 ans, ne l'aime pas et se plaint. Il meurt un mois seulement après l'arrivée d'Hélène dans la maison. La mère et la grand-mère tombent malades aussi, mais ne meurent pas. Hélène sera renvoyée pour vol. Elle est alors employée par la famille Ozanne en 1850. Elle y empoisonnera le fils, Joseph, et sera à nouveau renvoyée en raison de vol et de son mauvais caractère. Peu après, elle est embauchée à l'auberge du bout du monde. Elle y fera une seule victime, Pérotte Massé, tandis que d'autres tomberont malades. Elle sera renvoyée en octobre pour avoir été prise en flagrant délit de vol d'une bouteille d'alcool. Le médecin qui a soigné les victimes souhaite faire une autopsie, mais la famille refuse. En 1851, elle entre au service de M. Bidart de Lannoy, avocat, professeur à la faculté de droit de Rennes et expert en affaires criminelles. 2 semaines seulement après son arrivée, une domestique, Rose Texier, meurt. Sa remplaçante fuira la maisonnée lorsqu'elle présentera les premiers symptômes. Et c'est la mort d'une seconde servante, Rosalie Sarrazin, qui alerte le maître de maison et les médecins. Les autopsies des victimes révéleront enfin le poteau rose. Hélène Djegado est arrêtée. L'enquête remontera vite la piste criminelle d'Hélène. Son procès s'ouvre devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine le 6 décembre 1851. Elle est accusée d'empoisonnement, de tentative d'empoisonnement et de vol. Ses crimes dans le Morbihan sont prescrits et ne peuvent être jugés. Son avocat, M. Magloire d'Orange, jeune avocat de 24 ans, plaide la folie pour l'accusée, souvent qualifiée de grossière, malpropre, ivrogne et voleuse. Il ne faudra que 8 jours de procès et 1 heure et demie de délibération à la cour pour la condamner à mort pour 5 empoisonnements et 5 tentatives d'empoisonnement. Elle confessera l'intégralité de ses crimes la veille de son exécution à l'abbé Tiercelin et accepte que ses aveux soient rendus publics après son décès. Elle est exécutée le 26 février 1852 au Champ de Mars à 7 heures du matin devant une foule immense et silencieuse. Si cette histoire vous intéresse, je vous invite à lire le très bon livre de Jean Telet, Fleur de tonnerre. Le lien est dans la description.